Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe en ce moment lorsque tu veux externaliser des services d'appel entrant, appel sortant dans des call centers, centres d'appel, BPO dans le domaine de l'outsourcing en général, dans des pays d'Afrique, africains et notamment un pays que je maîtrise et que je connais puisque je réside sur place en tant que Français. Il s'agit de Madagascar. Donc ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, c'est lorsque j'ai besoin d'externaliser la partie SDR, la partie closer, closing, tout ce qui est setting, tout ce qui est sales, pre-sales, comment on fait? Comment on fait quand on est une PME, TPE, gérant d'entreprise et éventuellement CTO? Comment on fait pour entrer dans ce processus qui nous invite à externaliser des tâches parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a besoin, par quelle étape je dois passer, par quel cheminement, quelles sont les questions que je dois me poser et aussi combien ça coûte. L'une des questions qui revient assez souvent, c'est combien ça coûte. Alors, il faut savoir que, déjà moi je suis localisé à Madagascar depuis 5 ans, je connais le pays depuis 15 ans. Et donc quand je suis arrivé ici, j'ai dû apprendre le marché, j'ai dû m'adapter. En tant que Français, nous, le problème de ce qui se passe, c'est qu'on arrive en terrain conquis et on doit oublier ce qu'on connaît. Et ça prend du temps. Ça prend le temps de se déconditionner, d'oublier tout ce qu'on croit savoir, ce qu'on pense savoir sur le marché de l'externalisation. C'est l'ampoule à lâcher, j'espère que vous me verrez quand même. Alors en fait, tout part de ton besoin. Donc moi, la majorité du temps, j'ai des PME, TPE. Ce qui se passe, c'est que ça fonctionne bien leur activité. Ils sont en région parisienne ou ailleurs. J'ai beaucoup de clients aussi qui sont à travers le monde, qui sont en Estonie, Colombie, Dubaï, Bahreïn, et puis dans toute l'Asie, Cambodge, Thaïlande, etc. Et puis, ce sont beaucoup des marques dans le domaine de l'e-commerce. Ce sont aussi des marques dans le domaine de la cosmétique en France avec des grosses équipes. On parle de groupes qui font 40-50 millions d'euros à l'année. Et puis, ce qui se passe, c'est que pour différentes raisons, ils ont besoin d'externaliser. On travaille beaucoup aussi avec la Belgique. Donc, à un moment donné, c'est un calcul de coût pour le chef d'entreprise, l'entrepreneur. Il va faire ses comptes, il va faire une projection financière d'après son plan prévisionnel et il va prendre la décision de confier des tâches et des sous-tâches à des professionnels, à des prestataires qui sont naturellement localisés dans des pays où le PIB est différent de la France, dans des pays où la situation économique, sociale est malheureusement ou heureusement différente de la France. Ils ne le font souvent pas par gaieté de cœur. Ce sont des chefs d'entreprise français qui ont envie de créer de l'emploi en France et qui malheureusement se retrouvent dans un système, dans une situation, dans des conditions où ils sont contraints, obligés d'externaliser. Donc c'est aussi ça le mindset à comprendre. Donc souvent, ils vont eux-mêmes chercher le prestataire ou sinon ils vont déléguer ça à un collaborateur qui fait partie de l'entreprise. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il va d'abord rédiger un cahier des charges pour les plus organisés, les plus structurés. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le faire? Par quels moyens? De quelle manière? Quand et comment? Donc, globalement, lorsqu'il s'agit d'appels entrants et d'appels sortants, ainsi que tu le sais déjà, il est assez important de définir les scripts téléphoniques, le CRM d'appel, l'outil d'appel, autrement dit, l'outil par lequel les agents vont utiliser un outil pour pouvoir rappeler. On peut parler des outils en ligne tels que Ringover, QuickTalk, Brevo, etc. Mais vous avez aussi des outils propriétaires à l'intérieur des centres d'appel et call centers. On parle de VCDial et d'autres outils, un peu d'ancienne génération. Donc, on va choisir des outils souples dans le cloud, en SaaS, notamment lorsqu'il s'agit de petits volumes. Lorsqu'on a seulement 3 ou 4 agents pour une petite campagne d'appel ou de rappel ou de prospection, qu'on a 2, 3, 4 agents, voire jusqu'à 5, on peut utiliser des petits outils en ligne.
Et quand on a des gros volumes de production, là on parle d'équipes de 15, 20, 50, 100, 200 collaborateurs, on va utiliser des outils, des logiciels, des CRM métiers spécial centre d'appel, appel entrant, appel sortant, parce que ces outils sont plus adaptés pour de l'industrie. Je vais vous donner un exemple. Supposons que vous devez faire de la prospection et que l'outil doit faire des appels automatiques. Dans ce cas-là, des outils tels que Vesidiol, par exemple, vont être intéressants avec des licences par machine, etc. Mais bien souvent, en 2025, on essaie de faire au maximum avec des outils qui coûtent moins cher, plus pratiques, plus modernes. Aussi avec de la data, hein, des outils comme Ringover, qui restent assez chers pour une PME, TPE. Et je vais plutôt vous recommander QuickTalk. Je vais essayer de mettre un lien d'affiliation où vous aurez des avantages dans la description. En sachant que QuickTalk et Ringover font partie du même groupe. Je regarde en même temps, il y a le chat de mes équipes. Ils sont en train de travailler. Il est 18h07 au moment où je fais cette vidéo. Et du coup, je surveille un petit peu en monitoring. Ils sont en train de parler. Et je surveille un petit peu ce qu'ils font. Là, on a un shift de nuit qui commence. Donc, c'est le moment où les collaborateurs de jour vont s'arrêter et les collaborateurs de nuit vont prendre la place. Donc, d'ailleurs, c'est très important de définir les horaires de production, shift jour, shift nuit. Et c'est peut-être le moment important pour moi de vous expliquer qu'à Madagascar, et aussi c'est le cas de l'île Maurice, mais aussi au Sénégal, au Cameroun, et on salue tous nos frères et sœurs qui sont dans ces pays-là, un centre d'appel fixe n'a pas les mêmes besoins en termes de charges et de coûts d'exploitation qu'une petite structure de 10, 15, 20 personnes. Les structures de 100, 200, 300 personnes, 4000 personnes, on parle de Concentrix par exemple à Madagascar ou Connecta à Madagascar, ils n'ont pas les mêmes frais de fonctionnement, pas le même volume, pas la même voilure, pas la même volumétrie. Et donc pas le même prix de facturation. Et donc quand vous avez des équipes, des pools, des pôles de 50 collaborateurs, de 80 collaborateurs, ce qui est assez courant dans un call, un centre d'appel, un BPO de moyenne taille, vous ne pouvez pas activer et arrêter un pôle de 80 personnes en appuyant sur un bouton parce qu'il y a une vélocité. C'est-à-dire que quand vous avez un navire, un bateau, un paquebot qui part à 15 nœuds, 10 nœuds, 8 nœuds, etc., quand vous allez l'arrêter, ben, il faut anticiper son arrêt et même que vous arrêtez les moteurs, ça continue. Vous voyez? Donc, il y a des frais de dépenses qui continuent. Et là, on arrive un petit peu au niveau des prix. Donc, on a vu qu'il faut préparer les scripts téléphoniques, l'outil d'appel. Il faut aussi préparer toute la phase de recrutement. Quelles sont les qualités nécessaires dont vous aurez besoin pour votre collaborateur et collaboratrice. Donc, on va faire un test de personnalité, un test soft skills et un test métier. Il faut savoir que ces tests-là, dans de nombreuses situations, ils ne sont pas réalisés. Et je parle par expérience. J'ai moi-même fait travailler des freelances, solliciter des freelances par le passé. Et j'ai même dirigé, été gérant d'un centre avec 80-95 collaborateurs environ. Et bien, il n'y avait pas ce process-là. Et quand il n'y a pas ce process-là, le taux de turnover est beaucoup plus important par la suite. Donc, c'est pour ça que on définit les besoins, les moyens, et on va définir donc tout le périmètre de l'activité. Donc, à partir de ça, on va savoir mettre en place un bon recrutement pour les collaborateurs et collaboratrices qui vont être des télépros, qui vont faire de la prise de rendez-vous téléphonique, par exemple. On va voir évidemment leur CV, leur diplôme. Aujourd'hui, dans mes structures, dans mes pôles, mais aussi dans les dossiers que je mets en place dans les centres d'appel, les call centers partenaires, je privilégie le savoir-être. Est-ce que ce téléconseiller va savoir rebondir dans une situation difficile? Est-ce qu'il ou elle a la capacité de gérer ses émotions? Est-ce qu'il ou elle a la capacité de travailler en équipe? Est-ce qu'il ou elle a la capacité, la force, l'énergie de tenir dans la durée? Ou est-ce qu'elle va être forte sur un mois et au bout de 3 mois, il va falloir changer de collaborateur? Donc ça, il y a des petits indices, il y a des mesures, il y a des outils. Il y a aussi le flair.
C'est toute l'expérience de 25 ans de travail qui permet de détecter ces éléments. Il y a aussi la connaissance du marché local, la partie culturelle et traditionnelle. Quand vous êtes étranger, que vous êtes français, que vous arrivez à Madagascar, il y a beaucoup d'éléments que vous ne savez pas mesurer, que vous ne pouvez pas mesurer, que vous ne pouvez pas détecter. Et ces éléments-là, vous allez les détecter, les repérer au fur et à mesure et avec le temps. Au début, vous ne pouvez pas le faire. Donc, on a vu qu'on met en place les besoins, de quoi on a besoin, quand, quoi, comment, pourquoi, de quelle manière, question classique. On met en place un processus de recrutement. Donc, on va définir des qualités, on va définir des KPIs, etc. Donc, dans certains de mes pôles, les phases de recrutement, les étapes de recrutement sont longues. Récemment, j'ai rencontré une future candidate dans une de mes structures. Je l'ai rencontrée en présentiel. Et elle m'expliquait qu'elle a passé un entretien physique dans une autre de mes structures et elle ne sait pas que cette structure m'appartient aussi également. Et elle me disait que cette structure a été très longue. Elle a passé une journée de test dans cette structure. Il savait que cette personne n'a pas été retenue dans cette structure. Dans cette collaboration-là, j'ai décidé de lui donner l'opportunité de travailler avec nous, même si j'avais détecté que dans son profil, il y avait des éléments qui faisaient qu'elle changeait beaucoup de postes. Et il s'avère lors de la phase d'onboarding que cette personne avait un problème avec l'autorité et la discipline. Donc, nous avons arrêté la collaboration en pleine phase d'onboarding. L'onboarding est très, très important. C'est une phase sensible. Que vous recrutiez 1, 2, 3, 5 personnes ou 80, c'est une phase ultra sensible. Et c'est de cette façon, et c'est pour ces raisons que bien souvent, je vais préférer faire un proof of concept, un POC, sur une petite échelle. Donc, on va tester une collaboration sur 1, 2 collaborateurs ou sinon sur un forfait de 2, 3 heures par jour ou 5, 6 heures pendant une semaine ou pendant 15 jours ou pendant 20 jours. On va voir comment ça se passe sur le terrain techniquement. Et puis, si ça a bien fonctionné, on fait un débrief, KPIs, SLA, etc. Et on avise de cette situation, de ce test pour poursuivre la collaboration. Ça ne sert à rien d'ouvrir les vannes sur 80 collaborateurs alors que le périmètre n'est pas encore bien défini, le SLA, qui est le référent dans la collaboration, de quelle manière on va communiquer, quels sont les logiciels qu'on utilise, quels sont les objectifs qui ont été assignés par le donneur d'ordre, c'est-à-dire toi, etc. Alors, je sais bien que je vous embête un petit peu avec tout ça. Et ce qui se passe souvent, c'est que beaucoup de clients dans les domaines des TPE, PME, notamment quand c'est des montants non engageants, on parle de petites facturations à 1000, 2000, 3000 euros mensuels, quelquefois, vous allez lésiner un petit peu sur l'investissement de temps que cela exige. Et vous allez me dire, John, t'inquiète pas, on fait ça vite, c'est bon, t'inquiète pour les scripts, je vous dirai quoi dire, on va faire des simulations ensemble, etc. Vous inquiétez pas, etc. Et cette façon de faire, c'est warning, red flag. C'est exactement l'improvisation, le freestyle, les collaborations basées un peu sur le freestyle. C'est ça qui va exactement poser des problèmes dans le futur. Méfiez-vous de ce genre de choses. Méfiez-vous des étapes où on veut un peu aller vite, etc. C'est super important de prendre son temps, de prendre le temps qu'il faut pour construire un début de collaboration dans cette phase ultra sensible. Je vais vous donner des exemples. Dans certaines collaborations, le donneur d'ordre est pressé pour donner un go alors qu'il n'a pas l'outil d'appel. Où il est pressé à avancer, à même de donner une date, on va dire, on commence lundi alors qu'on est jeudi. Les scripts d'appel n'ont pas été écrits, n'ont pas été réfléchis. Les scripts d'appel, faites quelques recherches sur le net, ce sont toutes les phrases types que les agents devront apprendre, affirmer, dire, utiliser lorsqu'ils seront en entretien d'appel. Évidemment, ils vont personnaliser ces messages. Cependant, vous avez des mots très précis qu'il faut utiliser. L'importance des mots.
Donc, vous avez la foire aux questions, les fiches produits, caractéristiques, avantages, preuves. Vous avez tout ce qui est le knowledge, toute l'organisation, le planning, les documents de suivi en temps réel, la modélisation des données dans un Google Sheet. Autant d'éléments qui vous prennent la tête et qui sont autant de points de divergence d'opinion et de litige et d'insatisfaction en cours de production. Lorsqu'on travaille ensemble, on est là pour avancer sur des bases solides et sereines. Il n'y a rien de plus frustrant que de commencer une collaboration et de devoir arrêter au bout de quelques semaines, en même pas en un mois, parce qu'on a oublié un point très important dans la relation. Je parle de relation et pas forcément de collaboration, et j'amalgame les deux, parce que je dis souvent à mes collaborateurs, à mes interlocuteurs, qu'une collaboration commerciale, c'est un peu comme une lune de miel. Durant la phase de lune de miel, tout se passe plus ou moins bien, et puis à la fin de lune de miel, les choses se gâtent. Donc c'est important d'abord que la lune de miel se passe bien et que les prestataires comme nous sachions délivrer de la performance et pas uniquement vendre de la lune, vendre des promesses bien souvent illusoires. Donc une fois qu'on a défini la partie SLA, les KPIs, l'onboarding côté collaborateur, on définit aussi un onboarding côté client. Et ça c'est super important. Et puis, lorsqu'on avance dans cette partie-là, on arrive forcément sur la partie des chiffres. Alors, sur la partie des chiffres, c'est super important de dire que chaque centre d'appel a des forces et des faiblesses, des avantages et des inconvénients. Un donneur d'ordre qui veut réaliser de la prise de rendez-vous téléphonique pour du nettoyage de toit, il fait globalement moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires à l'année, et bien son besoin n'est pas le même qu'une marque de cosmétiques qui fait 50 millions à l'année, qui a 8000 références et qui a 200 tickets Shopify à gérer par jour. Ce n'est pas les mêmes besoins, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas les mêmes contraintes. Un centre d'appel ou centre BPO saura répondre positivement à une des deux demandes et il est possible qu'une des deux demandes ne peut pas être répondue positivement, ne peut pas être pris en charge par un des deux. C'est très rare qu'un centre d'appel peut gérer les deux. Vous avez des centres d'appel, des call centers, des centres BPO qui sont spécialisés dans une approche. Donc que ce soit à Tananarivo ou dans d'autres régions, je pense au Sénégal, au Cameroun et au Bénin, vous avez des call centers par exemple qui sont spécialisés dans la prise de rendez-vous téléphonique. Et vous avez des calls, beaucoup de calls qui sont sur LinkedIn en France qui vous disent qu'ils génèrent des leads. Tous les leads de ces centres d'appel, pas des centres d'appel, de ces experts du marketing digital, la main-d'œuvre qui constitue le terreau de ces entreprises dit fintech, IT, marketing digital, la majorité à 80% se trouve à l'île Maurice, Madagascar, Sénégal, Cameroun, quelquefois un petit peu en Inde, Bangladesh, Bangalore, etc. Indonésie, c'est rare. Donc, au niveau des prix, quand on est une PME, TPE, on ne roule pas sur l'or, hein, on n'a pas des 1000 et des 100. Hein, et même quand on fait 50 millions de chiffre d'affaires à l'année, eh ben, quelquefois, les budgets sont limites, sont serrés parce qu'ils ont été déjà votés un an à l'avance et on n'a pas prévu d'externaliser un budget de 15 000, de 15K à 20K pour faire de la gestion d'appel entrant, par exemple. Si on arrive en fin d'année et qu'on a prévu ce budget, par exemple, pour 2027-2026, on a plus de marge de manœuvre. Alors, on va prendre le cas d'une PME, TPE. Généralement, le biais cognitif, le raccourci psychologique, la rhétorique qu'on peut utiliser, c'est de dire « Je ne veux plus payer un collaborateur en France à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros.
Je vais aller sur Google ou ChatGPT, je vais lui dire quel est le salaire moyen à Madagascar. Je vais constater qu'il est de 50 euros, soit à peu près 250 000 ariari. Et je vais prendre le raccourci, le biais de dire, ben, je vais embaucher 10 personnes à Madagascar et ça va me coûter 500 euros. Oubliez cette idée. Oubliez complètement cette idée. Dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'outsourcing, de l'offshore et dans le domaine des appels entrants, appels sortants, SDR, setter, closer, closing, agent de traitement de tickets, tout ce qui est finance, comptabilité, les salaires sont beaucoup plus importants. Ça va être l'ordre de, dans beaucoup de calls, 700 000 ariari, et dans des domaines comme de l'énergie, comme dans la mutuelle, banque, assurance, on est sur des salaires de 1 500 000 ariari, 2 millions d'ariari, ce qui fait facilement 400-500 euros de salaire pour un freelance. Alors, vous avez donc les freelances, et vous avez des freelances qui vont aussi facturer 2 euros, 3 euros, 4 euros de l'heure. Et vous pourrez voir dans mes anciens shorts YouTube, l'inconvénient de travailler avec ces freelances-là. Attention, je ne dis pas que tous les freelances travaillent mal. Donc, on voit qu'il y a les freelances, les structures de taille moyenne et les grosses structures internationales. Et là, je peux citer les noms comme Connecta, comme Intelsia, Outsourcia, Téléperformance, Audity. On parle de boîtes locales comme Vivetic. On peut même parler des boîtes comme ABL Outsourcing, Smartelia, Get Women Call, Ariane Études, etc. Eh bien, Concentrix, ces boîtes-là ont une certaine facturation précise. Et encore une fois, elles sont liées, ils sont liés, ces coûts en tout cas sont liés à l'investissement qu'ils ont mis dans leur structure physique, groupe électrogène, carburant, sécurité, nourriture, restaurant d'entreprise, les taxes du gouvernement, etc., etc., mutuelle, assurance et tous les frais de fonctionnement, ça alourdit la structure. Et il est évident que ce genre de structure ne facturera pas de la même façon qu'une entreprise de taille moyenne, ni d'un freelance. À chaque fois, on doit rester sur le besoin du client, le client final. Quand vous faites de la téléprospection ou prospection téléphonique, vous avez besoin que le client B2C ou B2B ait le moins possible à l'écoute, la possibilité d'entendre des cris de bébé, des coqs qui chantent, des chiens qui aboient, des bruits qui sont en arrière-plan off, des personnes qui parlent dans une langue étrangère, ou la communication qui coupe en plein appel téléphonique important. Et des fois, vous êtes dans... Je parle de tout ce qui est mutuelle, assurance. Il faut savoir que dans la vente de mutuelle santé, par exemple, que ce soit senior ou multirix habitation, ce genre d'appel, c'est 1 heure, 45 minutes, 1 heure, ça peut durer 1h15, 1h30. Moi, j'étais des télécommerciaux qui, je les ai vus, passent 1h15 au téléphone. Donc, vous imaginez si au bout d'1 heure, vous êtes en pleine signature électronique, la communication s'arrête. Compliqué, hein? Donc, dans les grosses boîtes, je vais vous donner l'exemple d'un SDR. SDR, c'est tout ce qui est pré-sales. Dans beaucoup de boîtes aujourd'hui sur Antananarivo, ils ne font pas la partie closing, closer. Ce sont les télécommerciaux en France, dans vos boîtes françaises, qui font la vente. Et c'est assez naturel, c'est assez normal. Les personnes qui maîtrisent le plus de données sur l'entreprise, l'image de marque, l'ADN de la marque, les connaissances produits, les contraintes, le marché, les concurrents, les confrères, ce sont vos télécommerciaux qui connaissent ces éléments-là. À Madagascar, ils n'ont pas le temps d'apprendre ces éléments-là. Ça prend trop de temps. Il faudrait prévoir 3 mois, 6 mois pour qu'ils puissent s'immerger dans ces datas-là, dans cet environnement. C'est pour ça que je dis toujours à mes interlocuteurs, garde cette partie-là chez toi, la partie closing. Et mes gars à moi et mes filles à moi qui font de la prise de rendez-vous téléphonique, ça, ils sont bons. C'est aussi bien quand vous avez un interlocuteur qui sait vous dire « ça, je sais faire » et « ça, je ne sais pas le faire ». C'est bien quand vous avez un interlocuteur qui a le même mindset que vous, qui a le même feeling que vous, qui est au diapason avec vous, qui n'a pas sa langue dans sa poche,
qui sait s'exprimer, qui a confiance en soi, en elle, une bonne estime d'elle, qui n'a pas un ego surdimensionné, qui sait présenter des excuses, qui sait reconnaître ses erreurs, ses fautes, qui sait s'adapter, qui n'est pas psychorigide, qui sait travailler en équipe, qui a une bonne mémoire. Donc vous voyez, quand vous faites intervenir un prestataire ou un interlocuteur, il faut essayer de retrouver toutes ces qualités dans une seule personne. Compliqué, hein? Il faut bien prendre le temps durant la lune de miel de faire connaissance avec l'interlocuteur qui traite votre externalisation dans ces pays-là. Posez-lui des questions pièges, posez-lui des questions sous différentes formes, différentes manières. Faites-lui des tests, des petits tests par itération, etc. Donc, sur les grosses structures, sur le prix d'un SDR, on va être entre 9,50 € et 12 € de l'heure. Certains me diront, mais John, mais c'est la folie ces tarifs. Ces tarifs seront toujours moins chers qu'un mec ou une nana, excusez-moi, c'est pas péjoratif, en CDI, en région Île-de-France ou Bordeaux, Nantes, Toulouse, Lyon. On a déjà fait les calculs, on est plus sur des postes chargés, mais vraiment tout chargé, sur du 4 700, 4 800 € brut. Alors on parle dans ces coûts-là, mensuels, hein, on parle le matériel, l'immobilisation, la mutuelle, le salaire brut de la personne, toutes les cotisations fiscales, sociales, patronales, toutes les charges physiques et immatérielles de l'entreprise. Je parle aussi bien du fait que pour avoir ce téléopérateur, ce télépro, tu dois par exemple avoir un service de nettoyage dans ton entreprise, tu dois avoir du lave-main dans les toilettes, tu dois avoir des tapis de sol spécial entretenus, tu dois avoir une rampe d'accessibilité handicapée, tu dois avoir l'extincteur à jour, tu dois avoir le défibrillateur à jour aussi. Si tu diffuses de la musique dans la salle d'attente ou un écran audio, vidéo, tu dois déclarer des droits à la SACEM, etc. J'ai moi-même tenu un showroom par le passé pour deux clients, un dans le domaine des pergolas et des chapiteaux et un dans le domaine de l'automobile. C'est impressionnant et hallucinant le nombre de coûts qui existent dans ce genre de structure. Je parle aussi bien de la formation professionnelle des collaborateurs qui ont droit de la formation, quelquefois payée par des organismes publics. Cependant, lorsque le gars il est en formation ou la fille, ben, il n'est pas en train de travailler, formation obligatoire, je pense à du CPF ou à autre chose. Je pense à tout ce qui est médecine du travail, etc. Et puis entretien annuel obligatoire, etc. Toutes ces choses que vous ne voyez pas en termes de facturation et de coûts, parce qu'ils vous paraissent invisibles. Alors vous devez les mobiliser, vous devez les faire. Dans ces 4800, je n'ai même pas inclus ces éléments-là. Je vais vous donner un détail et on n'est pas dans la digression, on est toujours dans le calcul des coûts d'une entreprise. Dans certains types d'entreprises, vous avez des véhicules de société, des camions de livraison, des fourgonnettes et des fourgons de livraison. Dans ces véhicules, vous avez des trousses à pharmacie qui doivent être à jour, qui doivent respecter la loi. On ne peut pas mettre n'importe quel type de produit dans ces véhicules. Et ils doivent être à jour au niveau des dates. Et ça, juste ça, ça coûte des coûts terribles. On est dans la bienveillance et le bien-être du collaborateur, mais ça a un coût. Maintenant, sur des structures, on va dire de moyenne taille. Ici à Madagascar, je dirais des tailles artisanales. On peut descendre à des coûts pour un SDR, je dirais sur du 6 à 9 € de l'heure, avec une tangente ou une moyenne de 8 € de l'heure. Maintenant, vous allez solliciter des freelances. Le mot freelance, vous pourrez voir mes anciennes vidéos short, ce n'est pas un terme que tout le monde maîtrise. Dans ces pays-là, il faut savoir être freelance. Pour, par exemple, savoir être freelance, il faut savoir travailler dans un cadre non bruyant. Or, à Madagascar et dans beaucoup de pays d'Afrique,
Les maisons sont petites et mal isolées. Vous n'avez pas forcément un espace de travail ou des bureaux de travail. Ils ne sont pas en coworking. Et bien souvent, vous aurez la famille qui passeront à côté du télépro. Et quand il y aura des appels téléphoniques, il y aura du bruit. L'exemple que je donne n'est pas pour accabler une population, stigmatiser des personnes. Ça correspond plutôt à une réalité du terrain. Donc, en allant dans des groupes Facebook, vous avez des groupes Facebook, télétravail Madagascar, télétravail Bénin, etc. Vous postez une annonce. Quand vous postez une annonce, vous avez environ entre 20, 30 jusqu'à 300 candidats en moins de 3-4 jours. Et dans ce cas-là, ça a des coûts. Il faut aller appeler ces personnes-là, il faut aller analyser leur CV, etc. Vous constaterez que ces personnes-là ne viennent pas au rendez-vous que vous avez fixé à une heure précise. Et lorsqu'ils arrivent au rendez-vous, il est assez courant que ces personnes ne se souviennent plus des raisons pour lesquelles elles ont postulé à cette offre d'emploi, ni même l'intitulé du poste. Alors, traiter 300 candidats ou même 80 ou même 30, ça nécessite un temps fou. Vous allez vous arracher les cheveux. Je l'ai fait moi-même par le passé. Je continue à le faire assez régulièrement et même quotidiennement, puisque tous mes télépros que j'engage, je veux entendre leur voix. Et cette capacité à avoir une élocution et une discussion en langue française, à tenir une discussion. J'aime faire de l'humour avec mes télépros, mes téléprospecteurs. J'ai envie de voir s'ils ont le mindset, ils ont l'énergie, la force, la mémorisation à tenir une conversation française. Alors évidemment, ils ne connaîtront pas les expressions du sud de la France ou de la Corse, etc. Mais ils sauront, ils ont pas de la bouteille, mais ils ont du répondant. Et j'en pense, au moment où je parle et j'exprime ces pensées, je pense à Romain chez nous, je pense à Meva, je pense à Erika. Quand vous entendez leur voix, vous ne pensez même pas qu'ils sont à Madagascar et d'origine malgache et que leur langue maternelle est le malagasy. J'ai d'ailleurs eu un entretien ce matin avec un de nos clients qui s'appelle Eli, qui était très heureux de me vanter les succès d'un de nos collaborateurs, même 2 collaborateurs, et je suis content que ça se passe bien pour lui. C'est sa première semaine d'onboarding chez nous pour ce client-là. Donc, pour les freelances, je rouvre les guillemets encore, faites attention au mot freelance. Il est assez courant que ces personnes nous facturent 2 euros, 3 euros de l'heure. Et dans ces freelances, il vous est possible d'avoir la perle rare, les profils que je vous ai cités, et il est possible de les avoir à 3 euros de l'heure. Ça nécessite pour vous un gros travail de sourcing, de recrutement. Et dans les freelances toujours, vous avez des freelances qui vont facturer à 5, 6, 7 euros de l'heure. Il est aussi possible d'arriver à cette facturation, à ce chiffrage. Voilà un petit peu la situation financière en termes de facturation et tous les éléments en amont que je vous ai expliqués. On aurait encore énormément de choses à dire sur la partie BPO, outsourcing, que ce soit à Madagascar ou dans les pays africains. Je parle que de Madagascar parce que c'est la partie que je maîtrise. Ça nous ferait une vidéo, plusieurs vidéos à développer. On est arrivé à une étape où il est temps pour moi de prendre congé, de mettre fin à cette vidéo parce qu'on a abordé pas mal de sujets. J'émets le vœu que ces informations vous ont donné de la donnée, du contexte, de la nuance, une perspective ou un angle de vue différent. J'espère que ça vous a apporté des éléments de réflexion dans votre processus d'externalisation et que ça vous aidera à avancer vers des choses positives. Je profite de l'occasion pour vous présenter des excuses si d'une manière ou d'une autre, en tant que spectateur de cette vidéo, à un moment donné, je vous ai causé de la peine parce que j'ai dit quelque chose qui involontairement et inconsciemment vous a causé de la peine ou vous a choqué ou attiré votre attention. Nul n'était mon intention.
Et je vous présente aussi des excuses si dans mes affirmations, j'ai oublié un certain angle de vue, ou j'ai oublié de préciser des chiffres, ou que j'ai généralisé de façon normative, ce qui arrive assez souvent. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce que j'indique, ce que je donne comme communication, comme données, c'est une invitation à la réflexion. Et évidemment, il y a toujours des contraintes et des angles de vue à ajouter à une seule pensée. Je me tiens à votre disposition. Vous avez mes coordonnées dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt ou à très vite.